Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Merci. Donc, après cette brillante remise du prix du livre d'art, vous êtes conviés à un autre exercice tout aussi brillant, un exercice de haute voltige auquel seuls peuvent prétendre les plus grands spécialistes de l'art. C'est prendre la parole en 5 minutes. L'enjeu est important, il s'agit de notre déjeuner. 6 des membres donc du jury ont accepté, du jury qui a donc délibéré pour choisir les lauréats, ont accepté de réfléchir sur le thème de Racine de Ciel de cette année, donc la rupture, et de parler non pas de leur vie amoureuse, encore que ce ne soit pas interdit, mais on aurait peut-être dû penser à inclure Catherine Millet parmi nous. Elle est dans la salle. et d'évoquer ce que le terme de rupture peut signifier pour eux, ce qu'il évoque dans l'histoire de l'art, donc des histoires d'artistes, de mouvements, de genres. Je vais donc leur donner successivement la parole. Bien entendu, chacun des membres peut aussi intervenir mais avec modération pour contredire leurs propos. Et je vais commencer peut-être par Sophie Macariou, qui est quand même la reine de la soirée. Donc, Sophie Macariou, je vous le rappelle, est présidente du musée Guimet. Elle est aussi conservatrice du patrimoine et elle est également écrivain, auteur récemment du Partage d'Orient. Voilà. Le partage qui est d'ailleurs une rupture, cher. Je ne sais pas si on m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez là? Non. Bon, alors, ça commence bien. Tout commence par une rupture. Le partage, disais-je, qui est aussi une rupture. Le choix du mot partage était évidemment choisi d'ailleurs pour son ambiguïté, il est positif ou négatif. Alors, la rupture, en fait, c'est un peu la même chose. Je crois que le thème de « tout commence par une rupture » est, je crois, absolument juste. Ça commence d'abord, pour chacun d'entre nous, par la rupture de la poche des os, qui précède de peu la naissance, qui nous fait historien d'art. Alors, plus sérieusement, je pense que... Plus sérieusement, je vais essayer de ne pas trop bouger le micro. Dans la pratique en fait de chaque historien d'art et quelle que soit la période sur laquelle il travaille, il se trouve que moi je suis beaucoup passée d'un monde à l'autre, on est appelé à s'interroger évidemment sur des moments qui forment les césures, les articulations et parfois au prix, je dirais, de ruptures violentes. Alors je pourrais en prendre plusieurs exemples, il y a plusieurs choses qui me font réfléchir, qui m'ont fait réfléchir ce matin, je dirais quasiment entre la tasse de café et la tartine, puisque nous étions convoqués rapidement à réfléchir. Je discutais il y a peu de temps avec mon historien de mari sur la rédaction d'un projet d'histoire mondiale, soyons fous, qui pourrait être justement un projet de ces ruptures qui font l'histoire. Vous allez me dire, c'est presque sans fin, mais pour les historiens d'art, je mettrais par exemple en parallèle pour moi 2 épisodes évidemment qui apparemment n'ont rien à voir mais qui vont quand même produire des choses particulièrement intéressantes. Il y a une crise majeure dans l'Occident médiéval qui est fondamentale dans l'étude de la peinture italienne notamment, qui est évidemment la Grande Peste. Vous voyez aussi pourquoi la citation, la Grande Peste de 1348. Il y a un grand historien de l'art, Millard Mice, qui a écrit une histoire de l'art dont l'objet en fait est la réflexion autour de cette grande peste qui va éradiquer évidemment une grande partie de la population et bien sûr
fauché largement dans le milieu des artistes, et ça crée une rupture générationnelle et très profondément, en fait, tout de même une rupture artistique. Ça, c'est ces événements, évidemment, nous en connaissons tous dans l'histoire de l'art. Je fais le lien, alors on va complètement changer de temps et de lieu, avec un événement peu connu, mais dont on va commémorer le 100e anniversaire l'an prochain, peu connu en dehors, évidemment, de l'Asie, qui est le grand tremblement de terre du Kanto en 1923, qui ravage Tokyo, et qui va provoquer, le tremblement de terre a lieu à l'heure du déjeuner, et on s'éclaire encore largement, évidemment, avec autre chose que de l'électricité, et puis c'est l'heure où tout est allumé pour faire de la cuisine, et dans cette ville qui est encore largement une ville où le bois et le papier sont présents, les ravages vont être absolument colossaux, et le nombre de morts dus à l'incendie de la ville, pire encore que le nombre de morts du stricto sensu, au séisme. Donc plus de 150 000 morts. Un événement en fait majeur. Pourquoi? Parce qu'il voit la disparition d'un très grand nombre d'œuvres d'art, et en particulier, pour qui s'intéresse comme moi au développement de l'estampe japonaise au XXe siècle, ce qu'on appelle le shinanga, c'est une rupture dans cette production de l'estampe moderne au Japon, puisque presque tous les bois qui servent à imprimer les estampes et la plupart des tirages qui demeuraient à Tokyo vont disparaître, ainsi qu'un très grand nombre de studios d'artistes vont disparaître dans l'incendie du Kanto. C'est un petit pitch pour dire qu'en 2025, le musée fera d'ailleurs une exposition sur l'estampe du XXe siècle au Japon. Et effectivement, on réfléchit de plus en plus sur ces moments de rupture, je dirais qui créent souvent, alors là j'ai pris 2 événements dramatiques, qui créent souvent un effet effectivement de dramatisation et qui vont colorer les productions artistiques qui vont suivre avant à nouveau que ce sentiment ne s'estompe et qu'on revienne dans une espèce de transition douce vers autre chose. Et j'ai remarqué que dans la politique d'acquisition que nous menions sur l'estampe japonaise du XXe, nous étions effectivement particulièrement sensibles à cette articulation qui effectivement, d'une certaine façon, nous donne souvent le sentiment, mais je sens que mes collègues vont s'opposer à cette idée peut-être, qu'on atteint un moment d'apogée avant effondrement et reconstruction. Alors peut-être que c'est le regard rétrospectif que nous portons sur ces événements fondamentaux, fondateurs, destructeurs et constructeurs, c'est très schumpeterien, qui en quelque sorte met en forme cette lecture de l'histoire de l'art. Merci Sophie Macariou. Je veux prendre la suite. Très bien. Alors, d'accord, donc Marielle Pic, archéologue, conservatrice générale du patrimoine des musées de France. Elle a longtemps dirigé le département des antiquités orientales au musée du Louvre. Elle est aussi l'auteure de très nombreuses contributions scientifiques. Donc, alors, Marielle. Merci. En fait, je prenais la suite de Sophie parce que j'ai pensé aussi à une rupture un peu dans ton sens. Puisqu'en fait, ça fait des années que je travaille sur un site qui s'appelle Ougarit, qui se situe en Syrie. Et pourquoi je prends ce site? C'est parce qu'en fait, je trouve que, moi, archéologue, j'avais envie de parler de l'écriture, et je crois que c'est vraiment l'endroit où parler de cela. Puisqu'en fait, à Ougarit, au XIVe siècle, on invente un alphabet, ce qui est une rupture essentielle, énorme par rapport à la tradition mésopotamienne, où l'écriture était constituée d'idéogrammes et de syllabaires. Donc il y a eu cette nécessité presque d'abandon d'une culture reproduite. Vous avez entendu parler peut-être de l'épopée de Gilgamesh, qui a été reproduite au 2e millénaire, au 1er millénaire. Et en fait, l'arrivée de l'alphabet au XIVe siècle à Ougarit est une rupture extrêmement importante. Mais comme tu disais, Sophie, il y a encore un événement qui va faire que l'alphabet ne va pas venir tout de suite vers nous, puisqu'en fait, à la fin du 2e millénaire, on a ce qu'on appelle l'arrivée des peuples de la mer,
dont on ne sait pas très bien d'ailleurs, à part de dire qu'ils viennent de la mer, mais on ne sait pas très bien les définir. Donc le premier essai d'alphabet est un petit peu dans les oubliettes, et c'est à l'extrême fin du deuxième millénaire, début du premier, que l'on commence à avoir le phénicien et l'araméen, deux branches essentielles de l'alphabet, et qui est notre alphabet. Alors c'est une rupture énorme par rapport à une civilisation mésopotamienne qu'on connaît quand même un peu tous, mais c'est aussi une démocratisation finalement de l'écriture, parce qu'avec des alphabets qui ont entre, ça dépend, 27 signes, 28 signes en fonction des alphabets, ça signifie une démocratisation de l'écriture, des supports d'écriture extrêmement différents qui donneront notre écriture. Et je trouve qu'aujourd'hui, parler de tout commence par une rupture était pour moi essentiel sur la partie écriture qui, en plus, est quand même une beauté. L'écriture du Code d'Hammurabi est quand même du niveau de l'histoire de l'art. Je faisais le lien entre les deux. Merci Marielle. Donc je vais donner la parole à Marie-Christine Labourdette, donc présidente du château de Fontainebleau, après avoir été précédemment, entre autres, directrice des musées de France. Donc Marie-Christine. Merci beaucoup. Peut-être une autre rupture pour continuer, comme ça vous aurez eu le trio des femmes, et puis après on passera aux messieurs qui s'impatientent à la porte. Une rupture, c'est aussi celle finalement du lien qu'il peut y avoir entre l'histoire tout court et l'histoire de l'art. Et je trouve qu'à ce sujet, Fontainebleau est un exemple frappant de la manière dont finalement François Ier, défait à Pavie et prisonnier de Charles Quint pendant une année avant de devoir donner ses deux enfants en otage jusqu'à ce que lui soit versée à l'Espagne une rançon extraordinaire, décide de transformer, en créant la première école de Fontainebleau, une défaite politique en victoire culturelle. Il invite des grands artistes italiens, il réfléchit et transforme finalement Fontainebleau en ce qu'il appellera lui-même une nouvelle Rome, donc une thématique qui va très très bien à Philippe et à la magnifique exposition d'Ajaccio. Et cette nouvelle Rome française du XVIe siècle va prendre finalement le leadership en matière culturelle sur l'Europe en créant un modèle très particulier, très individuel et très spécifique qui va permettre à François Ier, quelques années après la défaite de Pavie, d'accueillir dans la galerie François Ier Charles Quint qui va combattre des sujets rebelles en Belgique, d'expliquer que finalement l'art peut beaucoup de choses, peut tout et peut permettre de transformer des défaites en victoires. Donc tout commence par une rupture. Ce sera aussi le raisonnement qu'utilise Catherine de Médicis dans l'exposition que nous avons en ce moment à Fontainebleau sur l'utilisation de l'art de la fête à la cour des Valois, qui correspond finalement aussi à l'art de la fête que mettront en place les papes au XVIIIe dans la Rome, où le pouvoir politique des papes a tendance à disparaître, mais pas le pouvoir culturel d'une certaine manière. Et elle utilise la fête comme un moyen de montrer qu'au-delà des ruptures politiques, l'harmonie peut être recréée à travers les arts, à travers la musique, à travers la fête, et que l'harmonie se démontre dans des tapisseries, dans des tableaux, dans des tentures. Et donc ce lien d'une rupture politique à des continuités ou des inventions culturelles me semble aussi être un élément de levier dans l'histoire qui est absolument fascinant et passionnant et qui se traduit souvent à la fois dans nos très grands musées et dans nos très grands palais. Merci Marie-Christine. Je vais donner la parole à Philippe Costamagna, que je ne présente pas ici, sinon pour dire que c'est grâce à lui que nous sommes tous réunis ici et que Racines de Ciel est accueilli parmi nous. Alors, je prends la parole après Marie-Christine, parce que c'est une espèce de logique qui va montrer, je pense, que Philippe Morel va aussi parler de... Le XVIe siècle est un siècle de rupture. C'est vraiment où la politique rentre complètement dans l'évolution artistique. Il ne faut pas oublier
la grande rupture du XVIe siècle, c'est la réforme de l'Église, et qui va complètement bouleverser l'histoire de l'art, l'histoire de l'art, la création artistique. Et l'exemple de Fontainebleau, mais parce qu'en plus, François Ier est très engagé dans la réforme catholique de l'Église, et c'est vrai que la réforme protestante a complètement bouleversé les idées de ces gens qui ont énormément réfléchi et qui sont, pour ainsi dire, d'accord sur cette réforme nécessaire de l'Église. Et donc il y a une réforme catholique de l'Église. C'est vrai qu'il y a une évolution stylistique, et c'est que de Raphaël on passe à, voilà, de la Renaissance on passe à Léonard, de Léonard on passe à Raphaël, enfin bon, une évolution. Mais là, il y a une rupture qui arrive dans les années 1520, profonde, qui est ce pensée de modification de l'Église qui aboutira au moment le plus terrible de l'histoire de l'art moderne, qui est la contre-réforme, qui pour aussi une seconde rupture formidable au point de vue artistique, peut-être pas au point de vue des mœurs, mais ça c'est autre chose. Mais pendant toute cette première moitié du XVIe siècle, il y a eu cette conscience par des hommes extrêmement intelligents, d'ouverture d'esprit, très soutenus par le Parti français, qui était progressiste. Et ça explique, tout ça pour en venir à Pontormo, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre un artiste comme Pontormo sans comprendre cette rupture. C'est très très beau Pontormo, on est d'accord, mais il y a un passage qui ne peut... Pourquoi ce bouleversement si on ne comprend pas cette rupture? Et après, il n'y a pas évidemment que Contino, il y a tous les peintres maniéristes, Rousseau, etc., que Pontormo. Et c'est vraiment, enfin, après on va passer la parole à mon collègue césiémiste en face, là-bas. Je ne sais pas quelle rupture il va prendre, peut-être plus tôt, peut-être plus tard, mais voilà, enfin c'est pour reprendre en fait ce qu'ont dit ces dames, les ruptures sont politiques. Et nous, l'histoire de la création artistique suit. Mais voilà. Donc Philippe Morel, qui est professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne, directeur du Centre d'histoire de l'art de la Renaissance, auteur aussi de très nombreux ouvrages sur la peinture italienne, sur le maniérisme, sur la Renaissance, mais aussi sur l'histoire de l'art moderne. Merci. Alors moi, je vais vous parler d'une autre rupture, qui est une rupture religieuse, là encore. Alors sans aucune identification, je tiens à le souligner, il s'agit de la conversion de Saint Paul. Alors, comme vous le savez sans doute, c'est une histoire d'un juif qui s'appelle Saül, qui, parti à Damas persécuter les chrétiens, fut renversé par une lumière fulgurante, renversé par une voix venue du ciel, qui va provoquer en lui un bouleversement radical et bien évidemment une rupture religieuse totale. Alors, de persécuteur des chrétiens, il va devenir l'apôtre, et l'apôtre le plus zélé de cette nouvelle foi qu'est le christianisme, celui qui va porter la parole du Christ auprès des gentils, comme on disait, autrement dit auprès des païens. Alors, comme vous le savez sans doute, parce que ce sont des images qu'on trouve à profusion dans les musées et dans les églises, la tradition iconographique a résumé cela de deux manières, en présentant jeté à terre, souvent tombé d'un cheval dont il n'est pas question dans les textes néo-testamentaires, mais peu importe, plus ou moins aveuglé selon les choix des artistes, aveuglé donc par cette lumière qui provient du ciel et qui semble dans la plupart des tableaux provenir d'une figure du Christ, représentée donc dans le ciel. Alors, un artiste particulier, contemporain de Pontormo, mais qui n'est pas florentin mais de Parme, c'est précisément Il Parmigianino, un artiste qui est mort en 1540, va opter pour une solution sensiblement différente pour traiter ce tableau. Il va en effet décider, il peint ce tableau, il faut peut-être le signaler, en 1528 à la ville de Bologne, juste après le sac de Rome. Il a fui Rome
qui avait été envahi par les Lansquenets, qui est une autre rupture que la saga de Rome, dont on pourrait parler en écho à ce qu'a évoqué Philippe Costamagna tout à l'heure. Et dans ce tableau, Parmigianino s'attache à montrer que cette expérience dramatique, racontée essentiellement dans les Actes des Apôtres, que cette sorte d'accident, d'événement sur le chemin de Damas, n'était pas tant le fruit d'un choc physique, visuel, auditif, comme cela est traditionnellement représenté, un choc qui allait conduire Saül, qui va donc devenir Saint Paul, qui allait le conduire vers une conversion progressive. Il recouvre progressivement la vue en rencontrant quelqu'un qui s'appelle Ananie à Damas, au bout d'un long processus. Mais Parmigianino va s'attacher à représenter ça plutôt comme une révélation intérieure, une révélation subite, une révélation tout à fait radicale, dont ce ne sont pas les Actes des Apôtres qui permettent de parler, mais c'est Saint Paul lui-même qui nous en donne la clé dans ses écrits fondamentaux pour le christianisme, que sont bien évidemment ses épîtres, et tout particulièrement l'épître aux Galates. Et il y écrit en effet que Dieu a voulu révéler en lui son Fils pour qu'il aille l'annoncer à travers le monde. Et il écrit ailleurs, ce qui est encore plus important pour mon propos, que le Christ a fait de lui un crucifié. C'est ainsi donc que cet artiste absolument sublime, tout autant que notre ami Pontormo, n'a pas représenté le Christ dans le ciel de son tableau, de sa conversion de Saint Paul, mais d'une certaine façon, je dirais, et je simplifie un peu les choses, parce que je ne peux pas analyser tout le tableau, surtout sans images, mais il a représenté dans le corps de Paul lui-même, qui est tombé à terre, qui se relève, en affichant la posture du Christ sur la croix. De sorte que ce qu'on peut appeler ce christomimétisme laisse entendre que le Christ s'est emparé de lui, s'est emparé de son corps, s'est emparé de son âme, selon une formule qui est devenue récurrente dans la tradition chrétienne. Mais non seulement Saint Paul a les bras écartés, la jambe tendue comme le Christ sur la croix, mais devenu Paul, donc Saül devenu Paul, se relève pour bien faire comprendre qu'il revit en lui à la fois la mort et la résurrection du Christ. Donc cette rupture fut bien un commencement, c'est à la fois une mort et une renaissance, et un commencement qui allait bien sûr bouleverser l'histoire de l'humanité en Occident. Voilà. Merci. Alors, comme il y avait une continuité. C'est Marielle qui aurait dû commencer. Donc, Sébastien Allard, qui effectivement, par ordre alphabétique, aurait dû commencer, donc qui est conservateur du patrimoine et historien de l'art, directeur du département des peintures au musée du Louvre, c'est un gros département, auteur de livres sur Delacroix, sur Corot, sur plein d'autres. Donc Sébastien. Oui, je vois qu'on n'a pas voulu jouer la rupture chronologique, en tout cas entre le 19e et le 20e siècle. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit sur le rapport entre les ruptures, entre guillemets, encore conviendrait-il de les creuser, mais c'est pas les ruptures historiques et les ruptures dans les arts, en matière d'histoire de l'art, avec deux remarques. La première remarque, c'est qu'il est difficile pour moi, 19e, par exemple, de penser la rupture avant la notion d'avant-garde. Donc on voit bien que les artistes s'inscrivent dans une continuité, mais c'est pas ça que je vais aborder là. C'est le deuxième événement, mais ça nous emmènerait vraiment loin, qui a quand même eu quelque chose qui s'est passé au 19e siècle, qui a été une rupture historique et qui a eu des incidences d'un point de vue artistique, mais qui ne sont pas nécessairement, qui demandent à être analysées de façon un petit peu différente. Un domaine sur lequel j'ai travaillé, qui est ce qui s'est passé, on est à Ajaccio, après la chute de l'Empire. C'est-à-dire en 1815, où arrive sur le devant de la scène une génération, probablement la première génération qui se pense comme telle, c'est-à-dire d'artistes qui sont nés autour de 1795, donc qui sont nés soit juste avant la Révolution, soit pendant la Révolution, qui ont connu la Révolution, qui ont connu l'Empire, qui pour beaucoup d'entre eux, jeunes hommes, pour la plupart,
essentiellement ont été formés dans les lycées de l'Empire, avec un vrai bourrage de crâne, on peut dire, sur le général en chef, l'empereur, etc. Et puis qui, en 1815, voient tout un monde s'effondrer. En réalité, ils ont vu plusieurs mondes s'effondrer en l'espace de 15 ou 20 ans, et se retrouvent dans une situation un petit peu, disons, face à de grands points d'interrogation, une conception de l'histoire, du temps qui passe, plein d'incertitudes, bien plus incertaines que ce qu'avait pu connaître la génération précédente. Et en tout cas, cette génération d'artistes, c'est celle de Delacroix, qui en 1815 écrit dans une lettre à un de ses amis, mais alors l'Empire s'est effondré, l'empereur n'est plus, qu'est-ce qu'on va devenir? Je devais être général, je devais être militaire, qu'est-ce que je vais devenir? Alors, et il écrit en 1816, alors je serai poussin ou rien. Et on voit comment là, alors on voit la rupture par rapport à aujourd'hui, où, si vous voulez, la carrière d'un jeune homme de bonne famille est finalement non plus d'être militaire, puisque l'Europe va être pacifiée pendant un certain temps, mais de devenir peintre. Et par rapport à ça, et par rapport à cette conception du temps qui est nouvelle, naît chez les artistes qui crée un sentiment d'urgence et donc le besoin d'acquérir un nom, une notoriété très très vite. Et donc, dans la génération de Delacroix, on voit là des incidences sur cette rupture qui est une accélération du temps, c'est de ne plus perdre de temps pour beaucoup d'entre eux à passer les concours, à suivre le cursus honorum, à aller à Rome, à la Villa Médicis à ce moment-là, mais au contraire de se confronter immédiatement à l'opinion publique à travers ce grand événement qui est le salon, qui est l'exposition des artistes contemporains, parce que désormais, ça va être, avec le développement de la presse, l'opinion publique qui va faire et défaire les carrières. Pareil pour la musique, hein. Berlioz, quelques années plus tard, obtient d'aller à la Villa et dit non, mais je ne veux pas aller à la Villa, en fait, je veux composer un opéra pour l'Opéra de Paris. Et face à ça, on a la génération précédente, la génération des grands maîtres de l'Empire, ce qu'on appelle les 4G, Guérin, Gérard, Girodet et Gros, et qui sont eux-mêmes face à cette accélération du temps, face à cette jeune génération qui se confronte à l'opinion publique, qui fait défaire les réputations, et qui chacun doit s'adapter à cette situation. Gérard jouant, tirant toutes les ficelles, Girodet par chance, entre guillemets, mourant suffisamment tôt, Guérin allant à la Villa Médicis, et Gros, sur lequel j'ai travaillé, finissant par se suicider dans une sorte d'incapacité qui était à la fois une incapacité à comprendre le monde nouveau qui est là devant lui, incapable d'assumer la responsabilité de ces jeunes générations qui étonnamment se réclament de lui alors que son maître David depuis Bruxelles lui dit non, il faut maintenir les bons principes, ne venez pas me voir, vous n'avez jamais produit un bon tableau, etc. Et puis incapable aussi d'assumer sa vie du grand peintre de l'Empire qui n'arrive plus à continuer. Voilà, donc ça c'était un cas de rupture historique qui a eu des incidences très importantes sur la création artistique dans les années 1820. Merci Sébastien. Oh là. Merci Sébastien. Et maintenant, pour finir en beauté, Jean Deloisy, donc critique d'art, commissaire d'exposition, spécialiste de l'art contemporain et moderne. Une des délibérations du jury a eu lieu dans les jardins de l'École des Beaux-Arts qu'il dirigeait récemment, et auteur de nombreux ouvrages et catalogues. Donc, Jean, à toi. Merci Albert. On aurait pu continuer cette aventure presque chronologique finalement, et étonnamment, en disant qu'après 1860, les artistes vont faire vont suivre l'injonction de Rimbaud, allons trafiquer dans l'inconnu, partons vers un autre type d'expression, mais j'ai préféré vous parler d'un autre aspect de la rupture qui correspond peut-être plus à l'événement que Saint Paul a vécu, c'est-à-dire la rupture en soi de la continuité de l'œuvre. Comment est-ce que les artistes au XXe siècle, par exemple, vont briser dans leur carrière à un moment qui fait partie de la légende dorée des artistes, qui est celui de la révélation la plus profonde et la plus significative de ce qu'ils vont devenir. Alors,
j'ai pensé à quatre artistes. On aurait pu penser à Kandinsky, voyant un tableau retourné, et tout d'un coup se rendant compte que l'objet nuisait à sa peinture, à Picasso qui fait Les Demoiselles d'Avignon en 1907 et qui ne les expose qu'en 1919. Que se passe-t-il pendant cette longue histoire? Eh bien, cette rupture, il y a quelques artistes, je vais en citer 4, qui les décrivent très précisément. Ils décrivent très précisément ce qui s'est passé. Et je pense par exemple à Malevich. Malevich fait le premier carré noir en 1913, c'est la figure du fossoyeur qui apparaît dans son opéra sur le soleil, et puis il médite cette figure qu'il ne comprend pas très bien, et en 1915, il la comprend mieux, et il dit ceci, il dit « Ce qui a été fait comme inconsciemment porte aujourd'hui des fruits extraordinaires. » Il y a donc une rupture. À la première page du nouveau livre du temps, nous plaçons le carré, noir comme un mystère. Ce plan nous regarde avec son visage sombre, comme s'il cachait les nouvelles pages de l'avenir. Il sera le cachet de notre époque, n'importe où et n'importe quand il sera accroché, il ne perdra pas sa face. Et donc on comprend qu'il y a eu une rupture dans sa vie, et que pendant ces 2 ans de maturation, il est parvenu à une forme qu'il a jugée être une forme absolue. Alors, il y a d'autres exemples. Par exemple, vous connaissez les fameux zips de Barnett Newman, ces grandes toiles magnifiques où, avec un scotch, tout d'un coup, un univers évidemment très métaphysique s'ouvre dans la toile. Et Barnett Newman raconte cette rupture très nettement. Je vous la décris. C'est en 1948. Ce qui arriva là, dit-il, c'est qu'après avoir fait le tableau, je me suis arrêté presque 1 an. Une rupture un petit peu comme celle de Malevich tout à l'heure, vivant avec cette peinture pour essayer de la comprendre. Je n'ai compris qu'ensuite que j'avais fait là une proposition qui m'affectait et qui était en quelque sorte le début de ma vie présente. Et donc là encore, voilà, 1 an de silence, une vraie rupture dans la continuité. Et alors cette rupture, vous l'avez à de multiples fois. Par exemple, Giacometti, en 1934, après la mort de son père, et le fameux cube que vous connaissez, la mélancolie que vous connaissez, n'arrive pas à saisir le modèle. Et il dit, mais il fallait, pour voir à nouveau mon modèle, parvenir à une absolue scission d'avec tout ce que je fis auparavant. Et donc là encore, la rupture est au cœur de son invention. Et je vous en offre une dernière, c'est Brancusi. Brancusi qui raconte sa rupture d'une façon incroyablement mystique et qui dit « C'est aujourd'hui que je coupe la chaîne de la remorque et que sur l'océan immense, je me laisse voguer vers l'inconnu, pourvu que ma foi en larmes guide. » Donc la rupture est une jolie formule pour que la création puisse advenir. Merci. Merci Jean. Merci à tous les intervenants pour avoir, non seulement pour leurs propos passionnants et variés, mais aussi pour être restés dans les temps. Il est difficile d'interrompre la rupture parce que ça voudrait dire qu'on continue. Donc on la suspend simplement, juste le temps de vous dire que donc la rupture reprend à 14h30 avec Carole Zalberg et Jean-Marc Graziani. Et donc voilà, à tout à l'heure. Merci. Merci à tous.